Ce programme vous est offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition de Qatar 2022, la Coupe du Monde. Nous commençons aujourd'hui ce qu'il faut appeler le bilan du Cameroun à cette 22e édition le bilan de la participation du Cameroun à cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un bilan qui, pour ce soir, on commence aujourd'hui, parce qu'on va continuer jusqu'à jeudi. Pour ce soir, 4 tableaux. Nous allons commencer par cette 8e participation du Cameroun avec ces résultats qui ont chanté toute l'Afrique, comme le Maroc aujourd'hui. Nous sommes arrivés au stade des quarts de finale, c'était en 1990, et depuis lors, plus rien. Ensuite, nous allons parler de cette bataille autour de l'équipementier avec cette question: cette bataille valait-elle la peine? Troisième tableau, Madame, Monsieur, la préparation. Est-ce que les sparring partners du Cameroun étaient de qualité pour mieux aborder cette compétition, cette 22e édition de la Coupe du Monde? Et enfin, quatrième tableau, les 26 de Rigaud. Compartiment après compartiment, nous allons essayer de comprendre les choix du sélectionneur. Et cette question: y avait-il mieux que ce qu'on a amené à Qatar? Bienvenue une fois de plus sur le plateau Qatar 2022, la Coupe du Monde. Toujours en compagnie des consultants. Ils sont là depuis un mois. C'est Spency. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir tout le monde. Bonsoir Charles Mongemuyeme. Bonsoir Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Voilà. Ils sont nombreux à vous regarder. Hein. Et j'espère. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Parce que vous avez beau dire, vous savez où se trouve la lucidité et le discernement. Et voilà. Ça trompe jamais. Même discernement ou acharnement? Discernement. Oui. Discernement. Parce qu'on a ajouté acharnement depuis un ça, certain temps. Hein. Ça, c'est des gens qui mettent nos noms dans leur business. Oui, le business. On le leur permet, ils n'ont qu'à les utiliser. Si ça peut rapporter quelque chose, c'est tant mieux pour leur business. Mais nous, je vous dis, même sur du bout des lèvres, quelqu'un vous dit qu'il n'apprécie pas, il sait reconnaître là où il y a la lucidité et le discernement. Ils sont toujours là devant l'écran et regardent. Le dessus. Bien sûr, ils sont obligés. Ça prend toujours le dessus. Là où il y a le discernement, c'est difficile de ne pas regarder. C'est spécifique, vous allez bien? Oui, ça va. Après l'émission hier avec Camille Just Choupo-Moting, on a reçu la semaine dernière ici Bernard Tutan. Hier, c'était Camille Juste Choupo-Moting. Vous avez des retours? Oui, il y a des retours. Mais vous savez... Oui? Oui, il y a des retours, mais des gens qui ne comprennent pas. Malgré le fait que Camille Juste... qui trouvent normal que la fédération peut ouvrir les comptes aux joueurs. Il y a des gens trouvent que c'est normal. Oui, qui trouvent que c'est normal. Donc, bon, mais écoutez, on ne peut pas faire le débat. À partir du moment où on a des idées arrêtées, qu'on ne peut pas se conformer à la norme, donc on ne peut pas faire le débat là. Donc, on laisse passer. Vous savez, on ne soigne pas l'ignorance. Hein. On ne peut pas la soigner. Est-ce que vous connaissez, vous savez quoi? Là où on soigne l'ignorance, moi je ne peux pas la soigner. Ok. Voilà, autopsie d'un autre échec. Ça a tout son symbole, ça a tout son sens. La thématique ce soir, oui. D'un autre échec. 8 participations, oui. Un seul deuxième tour. Voilà. 8 participations, une fois le Cameroun est allé au second tour. En 1990, et il est allé jusqu'au... Il ne s'est même pas arrêté en 8e. Hein. Non, il est allé jusqu'au quart. Jusqu'au quart. Mais avant ça et après ça... Charles, restons d'abord au niveau du quart. Là. Vous nous avez dit que ce jour-là, les officiels avaient demandé aux joueurs de faire déjà leur valise. Oui. Comment ça? Ils ne croyaient pas en demi-finale? Mais non. C'est-à-dire qu'on devrait... Contre l'Angleterre. Une demi-finale aurait énervé les autorités? Non. Pourquoi? Non, elle ne les aurait pas énervés, mais dans toutes leurs prévisions, on ne pouvait pas arriver en demi-finale.
ils n'avaient pas prévu ça du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, un deuxième tour, c'était déjà assez. Ouais. Au-delà, et face à l'Angleterre, ils se sont dit, bon là, c'est l'Angleterre, avec les Gary Lineker. Oui, Gary Lineker, Parker. Parker et tout ça, on est bon là. Allez, faites vos valises. Gascogne. Vous avez oublié Gascogne. Oui, voilà. Tout ce monde-là, on a fait les Paul valises. Gascogne. Oui, l'un des meilleurs footballeurs anglais. Il paraît qu'il a viré après dans le... Oui, il a très mal tourné. Adepte de Bacchus, c'est ça? Oui, dans l'alcool et tout ça. Mais un pour bon moi, talent, c'était l'un des joueurs anglais les plus talentueux. Oui. Paul Gascogne. Paul Gascogne, très très bon milieu de terrain. Et avec une grosse personnalité sur le terrain. Donc, bon, dommage qu'il ait mal tourné dans la suite de sa vie. Vous savez, l'encadrement, parfois, c'est pas évident. Ou bien la discipline personnelle, ça joue. Hein. Oui, je dis la discipline personnelle, mais aussi l'encadrement. Vous savez, on vient de quelque part parfois et on commence à gagner beaucoup d'argent. Il peut arriver que on trouve les choses très faciles à un moment donné. Si on n'a pas un encadrement, soit amical, soit familial, soit formel même, en prenant des gens qui vous entourent. Vous savez, dans les loteries, là, le jour où vous gagnez un gros lot, on vous fait venir un conseiller. Oui, justement. Pour vous accompagner parce que vous partez de vous rien. Péter les plans, hein. Mais oui, vous partez de rien, vous gagnez 100 millions, 200 millions. Si on ne vous canalise pas, ça risque de mal tourner. Donc je crois que les footballeurs aussi en ont besoin parfois. Vous savez, parfois ils sortent de conditions très très modestes et après il y a les facilités un peu partout, tu peux tout te payer. Si tu n'es pas canalisé, ça peut virer. Et si tu as des mauvaises compagnies, ça peut virer. Vous savez, si vous lisez le livre de Drogba, lui-même écrit qu'il a failli se perdre. Il avait des amis tous les samedis, il les amenait en boîte. Il touchait déjà un peu d'argent. Mais à force, tu sens que physiquement, ça baisse. Parce que quand tu reviens de la boîte toute la journée, tu dors. Hein. Tu n'as rien d'autre à faire. Non, je pense que c'est vraiment 8 participations. Bon, 82. Il faut les rappeler, hein, 82, 82, c'est 90. C'est un semi-échec, nous ne perdons pas. 94, 98, 2002, 2010, 2014, 2022. 2022. Alors, 8 participations. En 82, 3 matchs nuls. Oui. Avec une très belle équipe. Nous avons une très belle équipe avec les Tokoto, Jean-Pierre, Mbida, Abiga. 82, c'est, on va dire comme ça, la faute à Jean-Vincent qui... Oui. Du fait du résultat du Zaïre en 114, voilà, on dit non, il faut limiter la casse. Limiter la casse, absolument. Mais les gars sur le terrain se transcendent après le but de l'Italie. Ils sont piqués dans même pas une minute, ils ont fait Ils égalisent tout de suite. Ils égalisent tout de suite. C'est Mbida qui égalise sur une passe de Aoudou de la tête. Et à ce moment-là, Roger Mila, sur le terrain, il leur demande de remonter le bloc équipe. Mais Jean-Vincent dit non, vous restez en place, vous ne bougez pas parce que c'est l'Italie que vous avez en face et vous êtes seulement une sélection africaine. Vous vous souvenez que ce même 82, Doumbélia, qui pour nous était le meilleur libéraux africain, Jean-Vincent estime qu'il n'est pas assez viril, assez cogneur, il est technique, lui il ne veut pas de joueur technique. Comme on dit dans il ne veut pas de joueur technique en défense, vous me dégagez le ballon. Et il fait appel à qui? Onana Elundu, Panka. Oui. Qui fait sa Coupe du Monde. Il n'a pas été ridicule du tout. Il fait ça. Donc là, on fait 3 matchs nuls, dont un discutable contre le Pérou. Le Pérou, oui. Quand même. Lui de Roger Mila, oui. Il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas la VAR, on ne peut pas savoir. Ils disent qu'il y avait hors-jeu. Après, on passe c'était 90. Oui, 90. Après ça, c'est 90. Hein. C'est là où on va passe, oui. Là aussi, on a une équipe en laquelle pas grand monde croit. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer parce que Mila a 38 ans. Trop de problèmes pour qu'on accepte Mila dans cette... Oui, ses coéquipiers qui n'en voulaient pas. Beaucoup ne le voulaient pas du tout. On parle en dehors de... Il y a Thomas Kono qui était quand même... Lui aussi, il était sur la pente descendante. Oui, mais il est pour Mila. Hein. Oui, mais à cette époque, c'est Bell qui est le numéro 1 quasiment. Pour tous les Camerounais savent que c'est Bell le numéro 1. Et puis on va à la Coupe du Monde, on a les Ndi Pakem, les Libye et tout, et d'autres joueurs. Bon, là, on surprend tout le monde face à l'Argentine. Massine Benjamin, de regretter mémoire. Oui, Fédé, Makanaki Cyril. Et Mabding. Mabding Kesak. Ils écrivaient toujours Mabding. Voilà. Bou Emile. Oui. Ebouélé, je crois. Makanaki, Cyril Makanaki. Tato Stephen.
les frères Billy, Kana et Omam qui étaient là. Donc, On en a Jules Denis. On en a Jules Denis. Ouais, Jules Denis, oui. on en a. C'est le stopper. Hein. Oui. Donc on a, notre monsieur propre, on a une équipe de joueurs qui ne nous semblent pas avoir le niveau mondial. Oui. On peut ajouter Pagal. Oui, Jean-Claude, oui. Donc, Eugène et Keke, vous avez cité? Et Keke Eugène. Ouais. C'est eux qui étaient les pros un peu avancés quand même par rapport à l'autre masse de joueurs. Parce que les Makana qui jouaient dans des clubs pas très UP à l'époque et tout. Donc on fait cette Coupe du Monde là, on va jusqu'au quart de finale. Et là, c'est notre plus grande réussite. Avec un Mila tout feu tout flamme. Joker de luxe. Joker de luxe, un banc de touche auquel on ne croyait pas trop en Epomniachi, au point où on lui a collé 4 consultants camerounais pour l'accompagner à cette campagne-là. Diamanga Ongene, Karam Michel, Jules Nyonga, oui. Et puis, je sais pas, Akono peut-être, je ne sais plus. Non, Akono ne faisait pas partie. Akono. Il y avait peut-être Sadi était là? Non, pas Sadi. Voilà. Il y avait un quatrième. Mais il y en a 3 là, oui. Oui. Donc, on fait cette belle campagne, on revient, réception en grande pompe. C'était quand même la première fois qu'un pays africain y allait. Hein. Et en 1994, là, on y va avec un sélectionneur français, Henri Michel, oui. Bon, il avait déjà été sélectionneur en France, mais ses choix de joueurs avaient déjà commencé à nous intriguer parce qu'il ne sélectionne pas Pagal et tout. Bon, il va à la Coupe du Monde avec une équipe très jeune, un axe central Kala Song, qui n'a pas encore véritablement joué avec les Lions indomptables. Et ils vont au milieu de terrain, il y a Marc-Vivien Fouet. Oui, il y a Marc-Vivien et d'autres là. Il y avait les Iwane Jacob devant, des gens comme ça. MB, qui ont joué devant et tout. Bon, c'est pas une équipe... la Belle est finalement titulaire cette fois-ci. Il n'y a plus d'histoire. Et il fait 2 matchs. Après, pour le dernier, comme on était sorti déjà, c'est Songo qui joue. Et on prend 6 buts. Salenko. Il rentre dans les annales. Dans les annales, il est toujours connu au Cameroun. Donc ça aussi, c'était une très mauvaise Coupe du Monde pour le Cameroun. Puis 98 en France, avec Claude Leroy, je crois. Oui, Claude Leroy, oui. Et là, lui aussi, il nous fait des choix curieux. Patrick Boumademi défensif. Voilà. Les Loga Paul Manon, les Djanka Biaka. Le Djanka qui fait un match super face à l'Autriche. Il marque quasiment l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. On a tous les Tchani. Justement, en parlant du plus beau but, la FIFA a lancé. Vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul but d'Aboubacar Vincent. Ils n'ont pas sélectionné le but face au Brésil. Richarlison a 2 buts dans ce top 10. Il faut voter. Votez jusqu'à demain pour Aboubacar Vincent. De toute façon, je suis... Vous allez voir dans le journal de Julien Berthet tout à l'heure. Il faut voter pour Aboubacar Vincent, le plus beau but de la Coupe du Monde. On peut quand même avoir ça, non? Pour 2022, Aboubacar Vincent. Pour moi, c'est ça. Ils ont choisi seulement le but face à la Serbie. Oui. Ils n'ont pas choisi le coup de tête contre le Brésil. Voilà. Avec ce centre d'un gomme. Peut-être parce qu'un Serbe aussi avait marqué quasiment le même contre nous. C'est peut-être pour ça. Non, Aboubacar, c'est ça. Mais la louche d'une autre planète. La louche. Même Aboubacar lui-même ne croyait pas à ce but. Non, je dis, quand vous voyez sa réaction, il se disait que l'arbitre allait pas accorder. Oui, mais il a bien joué il a bien joué son action. Parce qu'il sent le joueur serbe dans son dos. Et il imagine qu'il va tacler pour barrer son tir. Il fait une feinte de frappe, ce que généralement on demande à cette position-là à tout bon joueur de faire, de ne pas frapper. Et il fait une feinte de frappe, le joueur s'écrase sur la pelouse et il a le gardien devant lui. Un gardien qui est fait plus de 2 mètres. Tu dois maintenant réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de ce gardien. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes ou tu t'imagines quelque chose? Non, il s'est imaginé une louche. Voilà. Il faut rappeler aux Camerounais et à l'Afrique tout entière. C'est d'ailleurs le seul Africain dans ce top 10 des buts de la 22e édition de la Coupe du Monde. Aboubacar Vincent, votez massivement pour votre Abouchou, Aboubacar Vincent.
Cameroun-Serbie, voilà. Sorti d'une autre planète. Bakar Vincent, bravo. Oui, donc je parlais de 98, où malgré ses choix un peu curieux de mettre Patrick Mboma avant-centre en demi-défensif parce que Foué Foué est blessé. Malgré cela, notre élimination est pour beaucoup due également à l'arbitrage. Parce que contre l'Autriche, par exemple, je pense qu'on nous refuse un ou deux buts. Le Chili également, le but de Mambéik. Le Chili, voilà. Et puis l'entrée de Taï Maillet, où il fait une faute apparemment anodine et il coupe d'un carton rouge tout de suite. Là aussi, l'arbitrage n'est pas favorable. Donc on peut dire que c'est un échec, mais on nous a aidés dans cet échec-là en 98. Avant, Taï Maillet, on était handicapé parce que son après aussi pris un carton rouge. Okay. Oui. Voilà. Amine Mailly, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alaroto, bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien? Je vais bien. Ce soir, nous parlons de l'autopsie d'un autre échec. Ouais, un autre échec. Je crois que vous avez de fort belle manière déroulé le programme comme ça en ce qui concerne notamment cette journée. On parle de 8 participations à Coupe du Monde et avec beaucoup de taxes, Charles a su justement dérouler jusqu'à minimum 98 pour rappeler, rafraîchir les mémoires de tous ceux qui nous écoutent actuellement. Là, vous allez prendre 2002, 2010. Le 16 va faire 2014. Donc, non, on ne parle pas encore 2022. Non. Voilà, vous faites 2002, 2010. Donc, moi, je le dis comme ça. Voilà, c'est... vous dites 8 participations, un autre échec, mais après, il faut rentrer dans le temps pour savoir ce qui s'était passé, notamment dans ces dernières expéditions qui ont été tout autant foireuses. N'eût été 90 où on n'attendait pas vraiment les Camerounais, parce que c'est en 82 qu'on s'est dit qu'on avait justement la crème des crèmes pour pouvoir tutoyer et faire quelque chose en Coupe du Monde. Mais malheureusement, c'est 90 qui a souri au Cameroun avec justement cette performance qui demeure jusqu'à l'heure actuelle. Maintenant, quand on a évoqué 90... Vous dites qu'on ne nous attendait pas en 90. Je vous ai demandé de parler de 2002-2010. On nous attendait justement en 2002. Exactement. Pourquoi? J'en arrivais, on nous attendait en 2002 parce que, comme Charles l'a dit, à partir de 94, il y avait déjà des joueurs que l'on avait commencé à infiltrer, qui ont acquis en expérience. En 98, ils étaient là. Il y a eu des choix très controversés que l'on n'a pas beaucoup compris, mais ils ont gagné en maturité. Et justement, il y a eu le déclic avec déjà, d'abord, c'était pas en Coupe du Monde, mais c'était ces Jeux Olympiques Sydney 2000. Voilà. Sydney 2000, qui est venue. Une belle génération. Très belle génération. Et c'est sur cette génération que l'on s'est appuyé à cette époque. Avec Serge Blanco, l'ami de Serge Pensi. Exactement, son homonyme. Voilà. Médaille d'or. Son homonyme, le médaille d'or avec Jean-Paul Akono à la baguette, ce but légendaire. Tous ces, voilà, le Bami modeste et ce but. Et Palais. Exactement. Toutes ces cliques de joueurs-là et peut-être ce but-là que l'on n'oubliera jamais. Samuel Eto'o également. Exactement, c'est ce but de Samuel Eto'o dont je parle effectivement contre le Brésil, une fois de plus. Cette frappe magnifique venue de nulle part comme ça, qui avait propulsé le Cameroun pratiquement au toit du monde. On était là aux Jeux Olympiques. Maintenant, il a commencé à se former une génération véritablement dorée, avec des joueurs de talent, avec des performances et une technicité inouïe. On a cru à ce moment... Et surtout un coach, Pierre Lechante. Pierre Lechante, et surtout un coach, vous l'avez cité. Mais Bernard disait ici l'autre jour que non, c'est le fui de Jean Manga Nguéné. Voilà. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Oui, peut-être parce qu'il a été là, il a justement essayé de travailler cette ossature. Et comme nous, on aime bien chez nous, c'est-à-dire c'est seulement dernièrement qu'on vous parle de la camerounisation du banc de touche, il faille qu'il y ait un national à la tête de l'équipe. On s'est dit que non, ce que Manga Nguéné avait fait n'était peut-être pas à la hauteur pour pouvoir faire en sorte qu'il s'asseye sur un banc de touche lors d'une Coupe du Monde, justement. Est-ce qu'on a fait un Séké Léonard avant 94? Oui, je crois que Charles peut bien nous parler de Séké Léonard. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. 2002 arrive, voilà. Et puis on se dit, waouh,
Corée-Japon, c'est le grand jour. Ah oui. Le jour J, parce qu'on a toutes nos constellations. Tout le monde est avec là. le 11 Les types. Salomon Lembe, ils sont au firmament. Rigobert Song, Kalan Congo, Oui. Marc-Vivien Fouet, Oui. Samuel Eto'o-Fils, Patrick Boma, je ne sais pas, Jérémy. Pierre Womelène, donc Aliou Mbouka. On se dit que c'était... c'est quart de finale au moins. L'objectif, c'est au moins le quart de finale. Pourquoi pas plus, surtout Voilà. au vu des performances. Et la qualité même de l'effectif. Exactement, la qualité de l'effectif, les résultats produits par ces derniers avant cette Coupe du Monde, les différents On est sacs. champion d'Afrique 2000 et 2002. Voilà, les différents C'est-à-dire qu'on sacs. va à cette Coupe du Monde avec... Double champion. On est double champion Double d'Afrique. champion d'Afrique, nous y allons avec cette casquette de double champion d'Afrique, dont notamment le double champion d'Afrique est attendu véritablement du côté de Corée-Japon. Mais malheureusement, comme ça pour nous, ces jalons autour, on va le dire comme ça a été le fiasco. Le fiasco parce que cette belle équipe du Cameroun que l'on attendait n'avait pas su répondre aux attentes du public national et même international. Est-ce que c'était la faute aux joueurs à ce moment-là? Parce qu'il y a eu des grèves à Paris et tout ça. Les joueurs réclamaient les primes. Oui, nous en avions entendu parler ici avec Bernard Donc Toutan. c'était un problème d'organisation. Justement, on parle toujours de problème d'organisation, mais est-ce que c'était un élément ou un argument suffisamment pesant pour pouvoir justifier une telle... Pourquoi pas? Vous négligez ça? Non, c'est pas que je néglige, mais je me dis qu'après l'aspect du terrain, il faut peut-être oublier ça et se dire que pendant que nous avons 90 minutes, il faut tout donner pendant ces 90 minutes et taire les querelles. Si oui, revenir après pour continuer à revendiquer. Mais Amine, voilà des professionnels qui vont à une compétition, il y a des problèmes basiques de primes, c'est tout ça qui... À 90, c'est tout ça que ces on vous a dit professionnels n'ont pas pu accepter. à 90, Oui. Ils vous ont dit à quel moment est-ce que l'on essaye de parler même De primes, oui. On vous a dit que c'est jusqu'à 5 heures du matin. Oui. C'est-à-dire ce match d'ouverture entre le Cameroun et l'Argentine, c'est j'allais autour, match d'ouverture entre le Cameroun et l'Argentine, jusqu'à 5 heures pratiquement du matin. Donc au petit matin, on n'avait encore pas résolu la question des primes. Mais à un moment donné, les joueurs se sont dit, mais non, nous on va aller au stade, on va aller faire notre job, on va aller montrer au monde entier ce dont nous sommes capables et ce pourquoi nous sommes là. Et vous avez vu que ça a produit le résultat que beaucoup n'attendaient pas parce qu'on se disait déjà peut-être il n'y a pas la matière à cette époque. On imagine d'abord le match inaugural contre l'Argentine pendant que les joueurs s'échauffent. Personne n'est même à l'échauffement parce qu'on a arrêté l'échauffement. On voit Maradona qui a pris le ballon et il jongle. Tout le monde le regarde comme ça et puis certainement dans les esprits... Ils jonglent même avec l'épaule. Voilà, et sûrement dans les esprits, Serge-Alain, on se pose moult questions. C'est-à-dire, mais ce monsieur, est-ce que c'est un humain comme nous? Est-ce que comment il parvient à faire tout ça et tout? Au début d'une rencontre pareille, mais ils ont su se transcender. Ils ont su mettre justement ces problèmes administratifs de côté pour se dire, nous, voilà notre partition. On n'avait pas élevé Renard, hein, mais nous on avait Valérie Nipomniachtchi. Oui, on avait Nipomniachtchi à cette époque que l'on, d'ailleurs même beaucoup, ça je crois que c'est Charles qui l'a dit tout à l'heure, en qui beaucoup ne croyaient pas. Parce que bon, on estimait que voilà, déjà il était un peu quelqu'un qui était dicté dans ses différents choix et tout ce que l'on peut connaître dans ce milieu-là, mais ils ont réussi à écrire leur histoire et ça c'est ce que l'on attendait justement de cette génération de 2000 parce qu'elle avait commencé à écrire son histoire avec les Jeux Olympiques, elle a poursuivi avec double vainqueur de Cannes et on s'est dit il manquait une affirmation de tout l'étendue de ce talent pendant une Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, c'était Corée-Japon pour pouvoir justement montrer au monde entier que ce n'était pas le fruit de hasard, ces différents résultats. Voilà, il nous reste 2010, 2014. 2010, je rappelle, nous sommes avant-dernier. Nous sommes 31e nation avant la Corée du Nord. En 2014, nous sommes carrément dernier au Brésil. Et 2022, où on est quand même, on a fait un score honorable. Mais nous repartons tout de suite à Doha, voilà, où nous attend Nana Paul Sabin et Eric W. Watat pour la suite. C'est vide derrière Nana Paul Sabin. Voilà. Bonsoir Nana Paul Sabin. Bonsoir Serge Alain Otto. Bienvenue à Doha où il fait un temps froid.
le climat n'est plus réchauffé par l'ambiance de la Coupe du Monde 2022. Les supporters, les visiteurs venus par milliers vivre cette compétition sont presque tous partis, tout comme les 32 équipes qualifiées pour cette compétition, presque les 32, parce que l'équipe du pays hôte est restée évidemment sur place, tout comme les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision, qui, n'est-ce pas, permet à ces téléspectateurs de vivre d'un bout à l'autre cet événement dans la ville de Doha. Doha, cette petite ville sur 132 km, sur 132 km2, qui a réussi sur cette petite superficie d'accueillir, d'abriter 32 équipes, d'abriter 8 terrains de football, ou alors stade, n'est-ce pas, pour abriter toutes les rencontres de cette Coupe du Monde, 164 au total. Et sur nos antennes, que ce soit la radio ou la télévision, d'ailleurs, certainement eu les dernières nouvelles de l'équipe d'Argentine, qui était la dernière à quitter cette ville de Doha. Évidemment, la FIFA a organisé de telle manière que l'équipe reine, l'équipe championne du monde, l'Argentine, soit la dernière à partir de Doha. Avant l'équipe d'Argentine, il y a eu l'équipe de France qui est partie également au lendemain de cette finale perdue contre l'Argentine. Bien avant elle, deux équipes ont quitté donc cette capitale et Doha reprend son cours normal. On a noté également que le Media Center du comité d'organisation, le comité local d'organisation a affiché qu'elle ferme ses portes ce jour à 23h30. C'est le dernier Media Center qui est resté fonctionnel jusqu'ici. Il faut noter également que la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que chaque terrain d'entraînement des équipes engagées dans cette compétition avait un Media Center, en dehors du Media Center principal qui aussi est déjà fermé, dont le dernier qui est resté fonctionnel fermera tout à l'heure à 23h30. Nous avons également fait le tour dans cette ville. Equinox Télévision constate que les installations liées à cette Coupe du Monde sont en train d'être soit démontées ou alors détruites complètement. Et Doha va donc reprendre son cours normal. Mais il faut également noter la particularité de cette ville Serge-Alain, c'est qu'ici, on ne dort pratiquement pas parce qu'à 2h, 3h, vous voyez les gens fonctionner dans la ville comme s'il était 19h. Il y a également ce grand marché non loin d'ici, sous Akaki, qui est comme le Nobel de Douala, le marché Kololo de Douala ou alors Mokolo du côté de Yaoundé, qui ferme après minuit. Pour quelle raison? Simplement parce que les commerçants estiment, ou alors les autorités estiment qu'en matinée ou en journée, certaines personnes vont à leurs occupations, comme des fonctionnaires entre autres, et que le soir, ils ont le temps de venir, n'est-ce pas, faire des achats ou alors faire des tours dans les marchés pour pouvoir, n'est-ce pas, s'approvisionner. Vous comprenez très bien que Doha, c'est une ville qui ne dort pas. Voilà donc la situation dans cette ville, Doha, la capitale du Qatar, et nous tenons, n'est-ce pas, à rassembler les derniers éléments sur cette Coupe du Monde qui sera sans doute un papier qui sera diffusé dans le journal de demain 20h. Ce sera le dernier pour les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision. On va sans doute dire merci au partenaire UCB qui a permis comme ça de couvrir totalement cette Coupe du Monde, 22e édition. Voilà ce qu'on tenait à dire ce soir. Eric Watat, moi-même Nana Paul Sabin, vous reprenez l'antenne. Voilà, merci NPS, Nana Paul Sabin, merci également à Eric W. Watat, l'œil de Doha, c'est l'œil de Doha, l'œil du faucon, le faucon de Doha, Eric W. Watat. Merci à vous. Dans quelques jours, vous serez là avec nous pour nous dire certaines choses du côté de Doha. Merci NPS. Voilà, on parlait de cette Coupe du Monde 2002. Voilà, on va rapidement passer à 2010 et Serge, pour terminer avec 2010. Le Cameroun est 31e au classement, 32e c'est la Corée du Nord. Oui, peut-être. Quel classement? Quel classement, justement? 2010, en plus sur le continent africain. Parce qu'après, pour finir peut-être avec 2002, oui. Voilà, on ne passe pas au second tour parce qu'on sort 3e de la poule, 4 points. On a bien commencé, match nul contre l'Irlande. Après, victoire face à l'Arabie Saoudite, mais malheureusement défait lors de la dernière rencontre 2-0 face à l'Allemagne. Voilà, il y a surtout cette image, Salomon Olembe face à Oliver Kahn. Exactement. Vous l'appelez comment en Allemagne, Oliver Kahn? Des titans. C'est le patron du Bayern maintenant? Oui, on le voit souvent assis là. C'est le président du Bayern. Oui, le président, très calme, le titan. Oliver Kahn.
Voilà. Donc voilà, on finit mal contre l'Allemagne et malheureusement Wilfried Schiffer et ses poulains sont obligés de plier bagage pour le Cameroun. 2006, malheureusement, on ne se qualifie pas. Nous tous, on a encore certainement une image sur le penalty et sur le poteau sortant, parce qu'il faut le dire, au football, il y a poteau ratant, mais le nôtre était sortant. On a dormi très tôt ce jour-là. Ouais, très très tôt, je vous assure. Septembre 2005. C'était terrible. Hein. Exactement. Qu'est-ce que la défaite, qu'est-ce que ça peut faire mal en qualification? On a vraiment eu mal. Très mal, Serge-Alain Autou. On a eu très très mal. Et on s'est dit que voilà, on devait se servir de cet échec pour préparer mieux l'échéance de 2010 qui, elle, était déjà actée à la pause de l'Afrique du Sud. Première fois. On peut dire qu'à la maison. Voilà, qu'une nation africaine organise une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, autant pour moi. Et on se dit à ce moment donné, on a eu tout le temps pour corriger, pour connaître quelles sont les erreurs que l'on avait commises et surtout repartir avec un nouveau groupe, de nouvelles ambitions et surtout profiter du fait que ce soit pratiquement à domicile en Afrique du Sud pour faire belles prestations. Mais malheureusement, on retombe pratiquement, disons-le comme ça, dans nos travers. Presque touché le fond. Hein. Ah, ça, on ne le dira jamais assez. 2010, c'était... je ne sais même pas comment on peut appeler ça, parce que presque ou pratiquement à la maison, parce que l'Afrique du Sud étant ici dans le continent africain, on décommence déjà avec le coach. Je ne comprends pas. Donc le coach déjà il arrive, maintenant on nous dit que c'était sur des hautes instructions, parce que voilà, Paul Le Guen arrive au Cameroun, on voit toutes ces performances qu'il fait dans le championnat européen, on s'est dit non, certainement l'homme de la situation, parce qu'il a la poigne, il maîtrise, il a une certaine connaissance du terrain et même des joueurs, parce que beaucoup évoluant du côté de l'Europe et notamment dans le championnat français. Et à ce moment donné, une autre guéguerre surgit, le brassard. Le brassard de capitaine, parce que Rigobertson est pratiquement à la sortie et il faudrait faire justement cette passation de On a parlé en ce moment de la manière avec laquelle on a retiré le brassard à Rigo. Exactement. C'est ça qui n'a pas plu. C'est ça qui n'avait certainement pas plu aux uns aux autres, parce qu'on n'avait pas compris la démarche. Et c'est certainement à l'époque, je crois bien, que sur le vent du football mondial et international se soufflait cette tendance qui voulait que ce soit la star de l'équipe qui soit le capitaine. C'est ça que Paul Le Guen amène. Exactement. Alors que nous, on avait nos habitudes au pays. Hein. Malheureusement. On désigne, on annonce au journal de 13h, mais bon, voilà. Ça vient du ministère. Hein. Exactement. Voilà. Donc, il a Paul Le Guen lui dit, c'est moi le patron. C'est moi qui dis qui est capitaine. Exactement. Et on lui avait confié les pleins pouvoirs. C'est pour cela que, entre-temps, j'ai tenu à dire, un peu esquisser la manière avec laquelle il arrive à la tête de l'encadrement technique des Lions Indomptables du Cameroun. C'est dire qu'il avait les pleins pouvoirs. On lui a donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir mettre sur pied une belle équipe qui allait faire certainement une bonne prestation à la Coupe du Monde. Il arrive, il fait ses choix, on les accepte, mais au moment du passage de témoin, le passage de capitanat et de ce brassard, il se pose un réel problème et souci, parce que voilà, on évoque aujourd'hui, jusqu'alors, la manière avec laquelle le brassard avait été retiré à Rigobertson, que l'on savait déjà sortant, mais d'aucuns ont estimé que voilà, la manière n'était pas la bonne, et malheureusement pour nous, ça a conduit à toutes ces guéguerres et toutes ces polémiques qui ont plombé notre Coupe du Monde, malgré, parce qu'il faut le dire également, en 2010, on avait de très très bons joueurs, une très bonne équipe. C'est vrai que on n'avait plus gagné de CAN, mais on avait des joueurs qui évoluaient dans de bons championnats, de très bons championnats au niveau européen. On a perdu la CAN 2008. C'était un micron. Oui, c'était un micron. Au Ghana. Exactement, c'était un micron au Ghana. Face à l'Égypte. Exactement, et on se souvient encore de ce... C'était Zidane, je crois bien. Zidane, qui a pris le ballon à Rigo. Voilà, on avait de très très bons joueurs, de bons joueurs qui évoluaient dans de très très bons championnats en Europe. Et malheureusement, on arrive à cette Coupe du Monde, on sort de celle de 2002, 4 points. Là, c'est 0 pointé, 3 matchs, 3 défaites pour le Cameroun, avec à la clé justement des histoires au Cambolex liées autour justement du capitanat, de l'indiscipline au sein de la tanière, du problème, l'éternel sempiternel problème de primes également qui ressurgissent. Et malheureusement pour nous, étant pratiquement en domicile, parce que c'était en Afrique du Sud 2010, nous sortons la tête basse, très très basse de cette autre Coupe du Monde. Serge Pensy, 2014.
2014, bis repetita. Oui. Ouais, Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, on se qualifie normalement. Et maintenant, pour préparer la Coupe du Monde, on a de sérieux problèmes. Parce qu'on a un capitaine qui veut très dominant dans le vestiaire, très dominant dans la gestion de l'équipe nationale. On fait le luxe d'amener des blessés en Coupe du Monde. Hein? Des joueurs blessés. Pratiquement. Est-ce que c'est le capitaine? Oui, mais parce que c'était beaucoup de. Non, moi je dis, c'était des joueurs qui étaient. Parce que dans des. C'est là, vous dites que le capitaine, non? Est-ce que c'est le capitaine qui a sélectionné ces blessés-là? Le capitaine était dominant. On ne va pas refuser ça. Si on tourne autour du pot, on ne va pas arriver. Le capitaine était dominant. Non, vous avez dit on a amené des blessés. Oui, on a amené des blessés. Est-ce que c'est le capitaine qui a sélectionné ces blessés? Oui, mais le capitaine n'a pas sélectionné ces blessés, mais le capitaine était dominant. Il parlait pour certains joueurs. Il y a eu des camps aussi en dehors dans d'autres pays où les joueurs influents ont parlé pour d'autres joueurs. Hein? Le cas du Gary et Zidane, hein? On a dit. Hein? Donc, il a parlé pour des joueurs qui étaient blessés. Et arrivé en Coupe du Monde, lui-même étant un peu aussi blessé. Hein? On a fait 3 matchs. Premier match contre le Mexique, deuxième contre la Croatie et troisième contre le Brésil, où on a été les deux derniers matchs contre la Croatie et contre le Brésil ont été sévèrement sauvagement humiliés, hein, par la manière dont on a joué. La Croatie a complètement marché sur nous. L'image qui reste, c'est le coup de coude d'Alexandre sur Mandzukic. Donc, et le Brésil s'est régalé face à nous avec un Neymar qui s'est amusé, hein, avec notre défense. Donc, il y a aussi eu des problèmes, hein, cette bagarre avec Mukandjo. Oui, il y a eu des bagarres à Soué contre Mukandjo. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit bis repetita. Parce que les seules Coupes du Monde où on a vraiment fait une préparation, où on a vraiment été bien préparé pour la Coupe du Monde, c'est en 82 et en 90. Les autres Coupes du Monde, on a peut-être en 2002, ou que Maï parle de 2002, puis un peu en 2010, où on avait une bonne équipe, mais on était toujours mal préparé. 98, mal préparé. 2014, mal préparé. 2010, mal préparé. Donc, les seules Coupes du Monde, on a fait du résultat, hein. On a fait le résultat en 82. Tout ça venait de la préparation? Ça vient de la préparation. Et on n'a jamais compris comment on gère les Coupes du Monde. On est rentré de la Coupe du Monde 90. On a fait les quarts de finale de Coupe du Monde. On est rentré, on a dormi. On n'a rien fait. 94, on a été à la limite du ridicule. Hein. Oui, on n'a rien fait. On revient encore de 94, on était ridicule. On ne fait rien. On va en 98, c'est toujours les mêmes problèmes. Après 98, on a une belle équipe et tout, mais on a toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Donc, les seules Coupes du Monde où on peut parler que le Cameroun a fait. Mais plus de problèmes de primes, parce que les problèmes étaient de divers ordres. Hein. Il y a les primes, il y a aussi... oui, il y avait aussi, je peux dire, le management de l'équipe nationale n'était pas à la hauteur des joueurs qui étaient à l'équipe nationale et n'était pas aussi à la hauteur des compétitions comme la Coupe du Monde. Donc il fallait arranger tous ces problèmes-là pour qu'on ait une meilleure équipe en Coupe du Monde, une meilleure participation en Coupe du Monde. Maintenant, je peux te dire, 2014, pas encore 2022, 2014, 2010, 2002, 98, oui. 94, on était mal préparé pour aller en Coupe du Monde. Ça, franchement. Ok. Mal préparé, on arrive à 2022. Hein. Je sais que ça bouillonne. Là. Non, pourquoi ça bouillonne? Voilà. Non, on va aller de manière méthodique. Avant 2022, avant de parler, il faut une certaine jeunesse. J'ai parlé de cette bataille pour un équipementier. Ouais. Et la question est celle-ci. Cette bataille valait-elle la peine en ce moment-ci? Charles. Bon, je ne sais pas comment vous répondre. Parce que, est-ce qu'elle valait la peine financièrement?
seuls les gens de la fédération peuvent vous répondre. Moi, One Sport, je ne sais pas ce qu'il apporte. Je ne sais pas quand et où a été signé le contrat. Je ne sais absolument rien du tout jusqu'au moment où je suis assis ici, en dehors d'une interview du président de la fédération où il a annoncé des chiffres et où il a dit que le contrat a été signé à l'hôtel Montfébé, à Yaoundé. Alors que chaque fois que ce type de contrat était signé, il y avait une solennité, le ministère là, ça a dû être signé dans le secret. Donc je ne peux pas savoir si ça valait la peine financièrement. Parce que c'est eux qui sauront nous dire que le corps sportif nous apportait 1000 francs et que du fait de le changer, on a gagné 20 000. Et même si demain il y a un procès où il demande 10 000, nous aurons quand même gagné 9 000 francs. Bon. Donc sur le plan financier, je ne sais pas. Mais maintenant sur le plan de l'équilibre de l'équipe, Oui, c'est-à-dire que la sérénité avant une Coupe du Monde. Au niveau de l'équipe, non. Évidemment, c'était une très mauvaise idée de créer un tel problème et de cette manière-là. Parce que nous l'avons dit et répété, la rupture d'un contrat est un événement normal. Quand vous signez un contrat, il est assez vieux pour être rompu. C'est le principe. C'est écrit sur le contrat. Comment on le rompt. Parce qu'on sait qu'on peut le rompre quand on veut. Si une des parties n'est plus satisfaite, elle rompt le contrat. À charge pour elle de respecter la procédure de rupture de contrat. Et si, dans cette procédure, il s'avère que ces raisons ne sont pas très convaincantes, elle assume de payer des pénalités ou de subir les sanctions qui sont prévues par le même contrat. Donc ça, c'est quelque chose de banal à la limite, la rupture d'un contrat. Mais ça a été fait sans élégance. Ça a été annoncé dans la presse avant d'être annoncé aux partenaires. C'est vrai qu'ils disent le contraire. Mais nous avons tous vu la chronologie des événements et le partenaire en question est intervenu. Et après, malheureusement, cette armée... Est-ce qu'il est dit comme ça, la manière avec laquelle ça doit être rompu? Vous dites c'est sans élégance. Est-ce qu'il est stipulé que bon, ça doit se faire oui, en oui, bien sûr, c'est stipulé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait, c'est à moi que vous écrivez, moi, votre partenaire. Justement. Que, ok, monsieur Coq Sportif, nous pensons que notre contrat prévoyait ça. De découvrir ça et sur nous, les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas contents de cela. Nous avons pris la décision de rompre le contrat à compter de tout ça. Donc, si vous voulez, rencontrons-nous pour enclencher la procédure de rupture. Mais vous n'allez pas le déclarer à la presse avant que votre partenaire ne soit au courant. C'est inélégant. Pas un communiqué. C'est inélégant pour moi. Hein? Maintenant, chacun sa façon de voir. Mais pour moi, ça n'a pas été élégant. Et en plus, maintenant, quand c'est fait, parce que un Camerounais se retrouve actionnaire de Coq Sportif, ça devient un problème où on invective, on insulte, le sentiment anti-français et le faux patriotisme de la 25e heure entrent en jeu, et alors ça va dans tous les sens. Oh, pourquoi l'équipe de France elle-même ne met pas Coq Sportif? De toute façon, Yannick Noah est un Français. Pourquoi il ne va pas au tennis? Ça prend toutes les directions du monde, sauf la direction normale d'une rupture de contrat. Et parfois, ça vient de gens insoupçonnés, c'est-à-dire que vous dites que comment cet individu-ci, avec tout le savoir supposé qu'il a, peut descendre aussi bas dans les insultes puériles, Yannick Noah est français, qu'il a donné le coq à la France, la fédération de tennis ne fonctionne pas, qu'il aille au tennis, qu'il laisse le football aux footballeurs. Mais les mêmes se vantaient d'avoir tenu la CAF pendant 29 ans avec un footballeur très connu. Donc je crois que c'est ça qui a plombé l'atmosphère. Et les camps se sont... Alors, vous verrez, on mettra One Sport à la Coupe du Monde. Non, le coq. Enfin, heureusement que le coq a été, lui, par contre, élégant. Parce que même après avoir gagné... Il y a cette lettre où il disait qu'il ne voulait pas entamer la sérénité pendant la Coupe du Monde. C'est ça qui a calmé. Et c'est ça, cette élégance dont je parle là. C'est-à-dire des gentlemen qui se disent, voilà, messieurs, ok, nous avons gagné le procès. Nous pouvons vous poursuivre tout de suite pour que nous rentrions dans nos droits. Mais vous préparez une Coupe du Monde.
nous ne pouvons pas vous avoir soutenu tout ce temps-là et qu'au moment où vous allez à une grande échéance, c'est vrai, nous regrettons de ne pas vous habiller en Niala, mais nous n'allons pas vous nuire. Nous n'allons pas vous nuire. Parce que vraiment, on a tout dit. L'équipe féminine avait les vêtements d'hommes. Coq Sportif n'a jamais habillé personne. Avant qu'on se ravise que le champion d'Afrique en titre de football féminin est habillé par Coq Sportif, l'Afrique du Sud. Et ces filles avaient un équipement normal. Avant qu'on vous dise qu'en réalité, peut-être que le problème vient même de l'intendance de la FECAFOOT. Oui, qui ne vérifie pas les livraisons. Si on vous livre des maillots hors taille, c'est que c'est vous qui les avez demandés. Vous les réceptionnez suffisamment à temps pour vérifier les tailles et écrire à l'équipementier que non, attention, vous avez envoyé des tailles trop grandes, changez ça. Est-ce que tout ça a été fait? J'en sais rien, mais je dis que ce problème d'équipementier a plombé l'atmosphère au point où on est allé à la Coupe du Monde avec ça comme une sorte de boulet. Et nous attendions tous de voir qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde. Et je dis heureusement que le Coq Sportif a calmé le jeu et on a pu faire une Coupe du Monde en toute sérénité avec l'équipementier choisi par la FECAFOOT. Cette bataille, vous pensez également, comme Charles, que ça, quelque part, ça valait pas la peine? Ça a plombé l'atmosphère à un moment donné. On a besoin de concentration, mais on est plutôt sur un autre terrain qui n'est pas celui du football. Oui, ça ne valait pas la peine dans ce sens que ça allait, la rupture du contrat n'a pas respecté les canons. Hein, et ça a créé un désordre fou dans le milieu de la FECAFOOT, là, le milieu sportif. Les guéguerres, les insultes de gauche à droite, les invectives et tout. Hein, ça faisait mon tribalisme. Hein, on est même arrivé à ce niveau-là. Mais le reproche que moi je peux faire aux gestionnaires de la FECAFOOT, c'est qu'ils avaient le contrat en main et qu'ils pouvaient le lire. Il y avait des clauses dedans où Coq Sportif avait aménagé des clauses pour disant que si vous trouvez un autre équipementier qui vous propose tant, informez-nous. Si nous pouvons nous aligner plus un euro symbolique, on va le faire. Mais si on ne peut pas le faire, vous avez 3 mois. Nous, on a 3 mois pour réfléchir. Et après les 3 mois, si on ne peut pas le faire, vous pouvez continuer avec l'équipementier. Il y a une clause qui arrangeait la FECAFOOT. À ce moment-là, quand on gagne à Blida contre l'Algérie, on se qualifie. C'était le meilleur moment de peut-être questionner d'autres équipementiers et voir si on est vendable, plus vendable que chez Coq Sportif. Et là, on pouvait agir dans le respect du contrat, des clauses du contrat. On pouvait le faire. Mais venir créer du désordre comme ça, là, dans sa propre tanière, même les joueurs, je crois que même les joueurs étaient préoccupés, hein, pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on va porter dans la Coupe du Monde. Même si on pense que les joueurs ne sont pas préoccupés, ils sont préoccupés, ils veulent savoir quel maillot on va porter en Coupe du Monde. Et on a vu quand les maillots sont arrivés, quelques jours avant la Coupe du Monde. Donc, c'était pas une bonne décision, à mon sens. Mais bon, aujourd'hui... Non, le timing ou bien... La Oui, décision, vous avez dit on peut rompre le contrat. Oui, mais n'était pas une bonne... Le timing... Dans le respect des clauses, dans le timing, s'ils respectaient les clauses du contrat, ça pouvait aller normalement, parce qu'il y avait du temps. Blida, c'était, je crois, en mars. Oui, c'était en mars. Blida en mars. S'ils avaient trouvé un équipementier en avril et que tu avais 3 mois pour décider, ça allait marcher normalement. Mais produire un communiqué, je crois, autour de juin et dire que on ne veut plus de vous et tout ça là, on a rompu le contrat. Non, ça ne se passe pas comme ça, quand même. Le Cameroun, c'était quand même un pays qu'on doit respecter, qui a des têtes. On ne peut pas attendre ça des Camerounais qui se comportent comme ça. Là. Les Camerounais ne se comportent pas comme des hors-la-loi. Non, ils doivent respecter la loi, ils doivent respecter les normes des clauses des contrats. Donc là, ça n'a pas été bien fait. Ok. Voilà, on va revenir après le journal de Julien Berthe Bissaï. On va continuer avec cet équipementier-là. Voilà, est-ce que ça valait la peine, cette bataille à quelques mois seulement
de la Coupe du Monde. C'est cela, on va continuer avec Hermine Maï et 2 autres aspects. J'ai parlé de 4 tableaux en début de cette émission. Tout de suite, ce sera le 20h de Julien Berthe Bissaï et on se retrouve après pour